Et bonjour à tous et bienvenue sur la septième illusion. On espère que vous allez bien. Je suis votre hôte, je suis Sawyer. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Albator. Comment ça va? Eh bien, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Surtout que pour une fois, on n'est pas là pour parler d'un film, comme on le fait régulièrement. On est là pour parler d'une série, qui puisse être pas n'importe quelle série, quand même Sévrance. Et une série aussi, il faut le dire, nous n'avons pas fait de saison enfin d'épisode sur la saison 1, ça sera sur la saison 2, pour la simple et bonne raison que nous n'existions pas à l'époque où cette série est sortie pour la première fois. Mais donc évidemment, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, on parle aujourd'hui de Sévrance saison 2, qui a commencé du coup mi-janvier et qui a fini la semaine dernière du coup. Enfin, ça dépend au moment où vous regardez cet épisode évidemment. Mais du coup, comment expliquer de quoi parle Sévrance? Bon, déjà, c'est une série qui a été créée par Ben Stiller, qui est connu pour des films comiques aussi, principalement comme, je sais pas, Les Zoolander, Tonnerre sous les tropiques, des films comme ça aussi. On peut aussi parler de Mon beau-père et moi, qu'on a fait avec Jus sur sa chaîne, avec Robert De Niro. Enfin voilà, c'est un réalisateur slash acteur qui ici du coup ne joue pas mais produit la série et réalise la majorité des épisodes de la saison 2, faut le dire. Et aussi, entre autres, avec des acteurs qu'on a pu voir aussi dans des rôles comiques d'ailleurs, comme Adam Scott, ou des acteurs qu'on a pu voir dans des films de frères Cohen comme John Turturro, ou encore Christopher Walken. Enfin voilà, ça c'est pour les gros noms, mais on a aussi évidemment beaucoup d'autres rôles dont on parlera un peu personnage par personnage. Mais déjà, de quoi ça parle Sévrance saison 1? Alors, on va essayer, peut-être que pour donner envie aux gens, on va essayer de pas spoiler même la saison 1 en partie de spoil et de parler de la saison 2 sans spoiler ni la saison 1 ni la saison 2. Par contre, quand on arrivera en spoiler, on parlera des deux parce que c'est une série qui est très compliquée à. C'est très compliqué de parler de Sévrance sans rentrer vraiment dans les détails. Mais bon, de quoi parle globalement Sévrance? Et ben du coup, c'est l'histoire de Mark Scout qui travaille pour Lumon Industries, où il supervise une équipe dont les membres subissent une intervention chirurgicale destinée à séparer leurs souvenirs professionnels de ceux de leur vie privée. Donc en gros, pour explication, quand ces personnes-là, en fait, enfin ces personnes-là qui ont une espèce de puce implantée dans leur cerveau, excusez-moi. Quand ces personnes-là donc ont une espèce de puce implantée dans leur cerveau, ils vont donc arriver au boulot, ils vont prendre un ascenseur qui va faire que quand ils sont au boulot, ils ne savent pas qui ils sont en dehors du boulot, s'ils ont une famille ou non, s'ils sont tout seuls, s'ils sont heureux ou pas. Et inversement, c'est-à-dire que quand ils sortent de leur boulot, ils ne savent pas qui sont leurs collègues, ce qu'ils font, etc. Leur travail consiste globalement à mettre des espèces de chiffres dans des boîtes, ils ne savent pas vraiment en quoi ça consiste. Ils savent juste que les chiffres, il y en a qui te rendent joyeux, il y en a qui te rendent énervé, il y en a qui te font peur, etc. On ne sait pas vraiment comment. Et donc, ils travaillent dans une espèce de bâtiment blanc, terne, sans vraie direction artistique. Enfin, si, mais du coup, c'est très froid, disons. Et évidemment, ça va provoquer une espèce de révolution où les INI donc les INI, c'est ceux qui sont au boulot, vont vouloir un peu se confronter et découvrir la vraie vie, parce que c'est tout ce qu'ils ont connu, évidemment. Je vais commencer par toi parce que pour le coup, ça c'est un petit flex, je peux le dire. J'ai suivi Sévrance depuis le début, genre j'ai suivi semaine par semaine la saison 1. Qu'est-ce que c'est ton rapport à la série? Est-ce que tu connais un peu le travail de Ben Stiller? Et est-ce que globalement, qu'est-ce que tu as pensé de la série, mais aussi de cette saison 2? Alors pour moi, Ben Stiller, c'est le gardien dans l'agneau au musée. Du coup, très étonné qu'il puisse C'est vrai. faire un travail comme ça. Ouais, j'ai des brains noirs comme ça qui me viennent, mais pour moi, oui, Ben Stiller, c'est toujours resté ça. Et du coup, j'avais entendu parler de cette série sur Twitter, à un moment où quand même elle était bien en train de buzzer, avant que la saison 2 soit annoncée, il me semble. J'avais regardé quand même le premier épisode il y a longtemps, et j'avais fait, ah ouais, quand même, c'est bien. J'ai vraiment trouvé ça bien, etc. Mais j'ai pas continué pour cause de j'avais la flemme. Mais là, vu toute la hype qu'il y a autour de la saison 2, je me suis dit, vas-y, je vais regarder cette série-là, ça a l'air sympa et tout ça. Et au niveau de la saison 1, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. J'étais surpris d'à quel point cet univers est assez austère, mais ça rend très très bien à l'écran, avec ces bureaux très étranges, etc., qui nous pourraient faire penser au backroom, hein, vis-à-vis du vide qu'il y a dans ce bâtiment. Mais bon, je pense qu'on pourra y revenir après. Mais ouais, beaucoup surpris par ce que fait Ben Stiller avec cette série. Et du coup, bah, j'ai fini la saison 1 et j'ai directement lancé toute la saison 2. Et cette saison 2, bah, c'est, pour moi, c'est une amélioration, c'est une prise de risque surtout, puisque Ben Stiller va
tenter beaucoup plus de choses qu'on peut dire couillues, hein. Si son concept dans la première saison, c'était vraiment un enfermement dans un lieu clos, ici, il va pousser un peu plus le délire. Il va pas hésiter à faire des choses un peu plus conceptuelles, à sans entrer trop dans les spoilers, où il y a des épisodes qui sont assez étranges vis-à-vis du synopsis. Lorsque on dit oui, on va suivre Mart Scout dans une entreprise, dans un bâtiment très bizarre, on peut pas imaginer les épisodes qu'on a, notamment l'épisode 7 qui m'a beaucoup marqué, dont tu m'avais dit qu'il était incroyable, et oui, il est super vraiment. Mais bonne surprise, honnêtement, c'est une série que j'apprécie énormément en fait. Et puisque je sors de Twin Peaks là, que tu es en train de découvrir, J'ai mais fini la saison 1 pour les gens qui suivent un peu nos private jokes et nos trucs. t'as fini la saison 1, bah je vais juste te dire un truc, c'est que Severance, c'est un enfant d'une partie de Twin Peaks. C'est-à-dire Bah, ça que se sent, ouais, dans, ça se sent. dans son ambiance, dans son étrangeté, dans son mystère aussi, c'est une série qui est énormément influencée par le travail de David Lynch. Et moi, j'ai une appétence à David Lynch, du coup, j'aime beaucoup. Mais toi qui as suivi la série depuis ses balbutiements, depuis ses premiers épisodes, qui a subi cette attente de ouf. Ah putain, oui, parce que c'est ce que aussi les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que en gros, globalement, la saison 1 de Severance est sortie en janvier 2022, un truc comme ça. Et du coup, la saison 2 a été vite confirmée, sauf qu'il avait fallu attendre 3 ans parce qu'on a eu la grève des scénaristes. Il y a aussi des complications au niveau de l'écriture. Des gens pensaient aussi que la série allait tomber qualitativement parlant aussi à cause de ça. Et au final, non, pour le coup, parce que moi, je suis vraiment très satisfait de cette saison 2 en tant que personne qui est là vraiment depuis la saison 1. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est aussi une saison en fait qui est consciente que disons qu'en fait c'est une série déjà qui est agréable parce qu'elle est originale et que c'est un truc qu'on a rarement vu avant en fait si ce n'est dans des séries effectivement très spéciales comme Twin Peaks mais en fait je trouve que c'est une saison il y a un truc qui est vraiment intéressant c'est que la saison 1 ils savaient qu'ils avaient l'effet de surprise en fait cet effet de mystère où on sait pas vraiment etc qui nous laisse sur un cliffhanger qui est quand même assez incroyable faut le dire sans spoiler euh, et en fait le truc c'est que la saison 2 commence en sachant pertinemment qu'elle ne pourra pas reproduire l'effet de surprise et le côté vraiment magique de la saison 1 en fait. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que elle va passer tout son temps à construire les relations entre les personnages, construire le développement de la vie en fait sur la progression après certaines révélations. Et elle va être portée moins forcément sur le mystère, enfin si, il va y avoir du mystère, mais moins forcément sur les révélations. Je pense qu'il y en a moins que sur la saison 1 mais plus sur l'émotion justement provoquée. Et ça se sent au niveau du final justement. Je trouve que c'est un final qui est moins qui est moins fort en termes de choc. Je veux dire en termes de surprise, mais en termes de choc émotionnel, pour le coup, c'est un final qui est très puissant et que j'ai même presque préféré à celui de la saison 1. Euh, et tu sens qu'ils sont plus libres aussi. En fait, tu sens qu'il y a des épisodes. Je pense qu'on va vite rentrer en spoiler parce qu'après, ça va être très chiant de pas pouvoir parler des personnages et des trucs. Tu sens que il y a une vraie envie de créer de la mise en scène et de créer des épisodes. Des fois, on va se faire un kiff, on va faire 2 épisodes sur des personnages à part. Des fois, on va faire des trucs avec des sorties où on va plus du tout voir le bureau. Des fois, on va faire des épisodes que dans les bureaux. Des fois, on va faire des épisodes que avec les outils. En fait. Et c'est un truc qui va être très intéressant. Et je trouve que la série cherche conceptuellement à se réinventer tout le temps et sans non plus faire gadget et sans faire vraiment fade. Et je trouve que c'est une opportunité aussi pour plein de metteurs en scène de se développer. C'est-à-dire que l'épisode 7, donc, qui est porté sur un personnage en particulier dont on parle beaucoup, même s'il est peut-être moins présent que les autres, il est réalisé du coup par la directrice photographie de la série. Et ça se sent et c'est vraiment c'est vraiment un très très bel épisode. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs de la série enfin, et même de la saison. Mais en fait, disons que je trouve que c'est une saison qui est plus conceptuelle, qui moi m'a plus touché et qui a permis à plus de personnages de se développer. Notamment, je pense à Dylan, je pense à Irving aussi, je trouve qu'il y a eu une vraie évolution intéressante. Et je pense surtout à Milchik, qui est mon personnage préféré pour le coup. Et qui a un truc, parce que évidemment, si on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment c'est une série sur le monde du travail et la manière dont il se développe par rapport aux ressources humaines, par rapport au management, à tous ces trucs-là. Et du coup, avoir un autre point de vue vis-à-vis du personnage de Milchik,
et avoir une autre espèce de nuance, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses de la partie plus mise en scène et aussi écriture des personnages, globalement sans rentrer dans les détails, évidemment. Après, je pense qu'on va partir vite en Bah, spoil. alors, on va très vite aller en spoiler, je sens, mais pour l'instant, je vais dire que la mise en scène de Severance, dès le début, elle m'avait beaucoup surpris par la, des plans qui sont très contrôlés, très techniques, très, comment dire, bah, carré, on va dire. Carré, je sais pas si vous voyez, mais c'est quelque chose de, à l'image de ce bureau très froid, etc. Mais je trouve la série devient vraiment excellente lorsque on voit que les personnages, à chaque fois qu'ils sont filmés dans ce bureau, il y a une immense partie de vide qui est omniprésente. Je l'ai vu dans la saison 1, dans la saison 2, c'est toujours là. De vide représentant l'état mental de ces personnages, puisque il leur manque quelque chose, quelqu'un, un inter, donc les personnes qui sont dans les bureaux, il leur manque cette chose qui est une conscience du monde extérieur, cette liberté, et on montre ce vide lorsqu'on les filme, puisque ce vide est omniprésent derrière eux, comme si à la fois ils sont surveillés, mais d'un autre côté, comme si il manquait quelque chose pour faire d'eux des vraies personnes. Et ce thème de est-ce que les inters sont de vraies personnes ou pas, c'est quelque chose qui est un peu développé, je trouve, dans la première saison, mais qui, ici, prend une envergure tellement plus énorme. Et tu l'as dit, développement des personnages, on est clairement là-dedans. Est-ce que les inters sont des êtres vivants? Est-ce qu'ils peuvent se libérer de ce bureau froid qui est en réalité une prison? C'est quelque chose qui est développé toute la série, qui est magnifique. Tu as parlé du final, mais j'ai lorsque je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ben Stiller, il est très très fort. J'ai Notamment en et réalisation, je trouve que c'est un épisode qui est ouais. particulièrement brillant en termes de réalisation et d'écriture aussi quand même, hein, franchement, faut le dire. Mm. Mais bah écoute, je pense qu'on a vraiment beaucoup à spoiler. On va passer directement au spoiler. Voilà. Alors spoiler, Marquez n'est pas sorti du bureau, il est avec Ellie R. Ils ont Ok, fui tous les deux. euh, il spoil tout direct gratos, c'est vraiment horrible. Et Bon, en gros, on est en globalement, partie spoiler ou pas? oui, on est en train On de est en spoiler. partie Ah bah spoiler. écoute, on va évoluer du coup très rapidement. En gros, grosso modo, pour les gens du coup qui sont en spoiler, peut-être que vous avez vu du coup la saison 1. La saison 1 a terminé sur le fait que Marc a réalisé que sa femme n'était pas morte. C'était du coup Gemma, alors j'ai oublié son nom, Miss Casey, voilà, merci. Enfin, c'est Miss Casey du coup, du coup qui était plus ou moins l'espèce de psy du travail, qui en fait s'appelle Gemma en fait en Haoti, et qui du coup sa femme qui pensait morte et qui n'est pas morte du coup, qui est détenue par Lumon. Et une grosse partie de la saison se repose sur le fait de la retrouver, étant donné que c'est, je pense, le truc le plus important de la saison en fait, et un peu le centre important. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de Marc, de Gemma, etc. de cette saison-là? Notamment du choix final. Et après, j'aimerais bien parler Mhm. justement de la confrontation entre Ini et Aotimark Mark dans le Mhm. final, justement, que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Au tout début du final, je trouvais déjà que c'était une scène qui était vraiment puissante. Ouais. Déjà, ces confrontations, elle est très forte. Mais pour parler de Gemma, je m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse autant développer ce personnage-là tout en gardant une énorme part de secret sur Lumen. C'est-à-dire que, on est en spoiler donc je peux tout dire, Gemma est détenue dans un autre étage du basement où elle, elle entre dans des pièces, elle fait des bails, etc. Et du coup, on a Marc qui, avec ses petites cases qu'il remplit au travail, est en train de la tuer. C'est-à-dire qu'il est en train de formater son esprit grâce à ces cases-là, etc. Pour faire une espèce Mais de on a, cérémonie qui s'appelle Cold Harbor, en gros, globalement, en fait, c'est voilà, ça. voilà, où elle démonte un truc pour bébé, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas d'enfant. Un Un landau? berceau. Ouais, un berceau, un Ah non. landau. Ah oui, un berceau, oui, je suis con. Ok. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce personnage-là soit aussi développé, où on ait tout un épisode qui la montre dans cette prison. Parce que certes, tous les inters sont des prisons, mais elles sont emprisonnés, mais là, on la voit avec sa conscience normale.
on la voit aussi avec tout plein d'autres une sorte de multipersonnalité à chaque pièce. Ce qui, ce qui montre déjà à quel point cette technologie est impressionnante, puisque ça veut dire que là, on nous pose la question. Désolé de citer Pascal Pro, mais on pose la question. Est-ce que l'avenir, selon l'humain, ce serait pas de refiler toutes les choses très très chiantes à faire aux inters et laisser une liberté totale aux exters? C'est ça, je trouve, c'est ça que l'épisode pose en tant que question, en plus de présenter tout ce Ça, personnage-là. ouais, ça a l'air d'être ça. Après aussi, il y a tout un délire de secte évidemment Oui. sur lequel il faut revenir pour le coup vraiment. Mais moi aussi, je trouve que justement tous les acteurs font vraiment un travail incroyable dans la série. Enfin, il y a une vraie émotion et je trouve aussi que il y a un truc aussi où je pense que vraiment on s'attendait pas à ce que Gemma soit aussi développée et de vraiment donner de l'existence et de l'importance à Gemma. En fait, je trouve que c'est pas juste un enjeu en fait pour les personnages, c'est un vrai personnage à part entière. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment assez beau. Et notamment, bah, est-ce qu'on parle tout de suite du coup de les retrouvailles en fait, ou est-ce qu'on garde ça pour la fin du coup? Comme tu veux, franchement. Bah écoute, peut-être qu'on Ouais, peut en parler après, juste après. Écoute, on peut parler parce que ouais. peut-être qu'on peut mettre Ellie sur la fin, comme ça on parlera de toute cette Ouais. fin, etc. Ce que ça Comme veut ça, on dire peut peut-être. parler des autres Et personnages. ouais, c'est ça, voilà. Mais voilà, justement, moi j'en avais un peu parlé en spoiler. Pour moi, un des highlights de cette saison, c'est Milchik, que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, parce que je trouve que justement c'est un espèce de henchman un peu bizarre dans la saison 1. Et du coup, après cette promotion, après le départ de Kobel, dont on parlera un petit peu aussi, Milchik, il a un vrai développement, en fait, il a un vrai truc. Et on voit que c'est quelqu'un qui souffre, en fait. On voit que c'est quelqu'un qui est pas heureux, qui essaye de tout faire pour rester ultra positif, etc. Qui aussi, je trouve que j'ai quand même vu tout un sous-texte où tu as un peu l'impression, excusez-moi pour cette expression, mais que Lumon le traite, entre guillemets, comme le noir de service. Tu as vraiment, vraiment que c'est un Oui, quota, oui. en fait, ce personnage-là. Mhm. D'ailleurs, c'est le seul personnage noir de toute la série, et je pense que c'est clairement pas anodin. Et du coup, c'est un personnage qui est aussi divertissant, qu'il est terrifiant, qu'il est en même temps passionnant. Enfin, et je trouve que justement l'acteur, alors je crois que c'est Trimel, je sais plus, je suis désolé, mais l'interprète est vraiment excellent, quoi. Il arrive à dégager un truc à la fois de peur, en même temps de tristesse, en même temps vraiment de divertissement. Faudra qu'on parle évidemment de ce final avec tout cette espèce de truc. C'était le Super Bowl, là, littéralement. Mais franchement, je trouve que c'est un vrai bon personnage et c'est, je pense, mon personnage le plus intéressant et le plus nuancé de toute la série. Je suis totalement d'accord. J'ai beaucoup aimé Milchik. Déjà, première saison, j'ai une appétence à ce personnage. Il est à l'image de la société qu'il a embauché. Il est très droit. Il parle avec un vocabulaire très développé et il est extrêmement mystérieux. Vu sa façade, en fait, il ne laisse rien passer. Mais là, dans cette seconde saison, on va le développer énormément. On va voir qu'il ressent des choses. Il ressent des choses vis-à-vis de ce qui se passe. Que il y a une sorte de cruauté, mais en même temps d'a- de haine vis-à-vis de comment le traite cette société. On voit, on voit en fait un humain qui aime le pouvoir et qui est là, qui fait tout pour bien tenir sa compagnie, malgré que on est un bordel au niveau de 4 employés, hein. Il n'arrive pas à gérer 4 employés, il n'est pas très fort. Mais au niveau du personnage, c'est génial. Au niveau de son jeu, surtout, c'est très, euh, c'est très neutre, mais en même temps très nuancé, où on joue Il y a beaucoup cette sur scène ses folle. yeux. Il y a cette scène folle Mm. quand les superviseurs viennent le voir et lui disent qu'il utilise trop, justement, tu parlais du fait qu'il utilise des mots Ouais. très sophistiqués, qu'il utilise trop de mots sophistiqués et que pour dire en gros à des employés de se taire, il s'entraîne devant lui comme ça et il commence à parler, à réduire de plus en plus son truc. Et c'est une scène qui est vraiment impressionnante où il porte tout sur son dos. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants parce que c'est à la fois techniquement un antagoniste, mais en même temps qu'un personnage qui est très développé. Enfin, je trouve que c'est vraiment un des gros highlights et ça m'étonnerait pas qu'on ait plus de son développement et plus de son truc en saison 3 voir un switch du coup de personnalité et de peut-être de camp même, hein, Mm. par rapport à Lumon en fait vu la manière dont il se sent traité, etc. C'est quelque chose qui peut être intéressant à développer, mais c'est vrai que ouais, Milchik pour moi c'est le meilleur personnage, c'est un personnage que je trouve vraiment passionnant, et c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir, notamment je trouve dans cette scène très drôle à la fin du final où justement il laisse Dylan, bon, on pourra faire une transition sur Dylan, mais où il laisse Dylan justement parler
enfin, Mmh. lire la lettre de son outil et se barrer super vite pour arriver justement à l'espèce de truc de concert. Moi, c'est un truc qui m'a fait vraiment rire. Ouais, ouais, Je je trouve vois. que la série a vraiment un côté humour noir, moi, qui marche vraiment bien et qui va bien avec sa mise en scène. Mais justement, pour parler de Dylan, justement, du coup, c'est la première fois sur les trois, même si on a parlé un peu de Marc avant, qu'on va avoir une vraie confrontation entre Ligny et Laoти et comment les Igni vont réussir à construire une espèce de personnalité à part entière, même si du coup c'est techniquement la même personne que le Laoти, mais qui vont réussir à se développer un propre truc, un propre monde en fait. Et je trouve que ce vrai dialogue entre les deux Dylan, c'est un des highlights qui m'a vraiment touché en fait sur cette saison-là, et que je trouve vraiment en fait agréable à voir. En fait, c'est un personnage qu'on aime bien suivre parce que je trouve qu'on voit son évolution, notamment son impact sur ce qui arrive à Irving au milieu à peu près de la saison, tout son lien justement avec sa femme. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Bah, en fait, moi, Dylan, j'avais une relation première saison de ouais, c'est un personnage, il est sympa et tout, il veut bien faire, il aime pas trop son taf, etc. Bon, ok. Mais en fait, on nous montre aussi un, un des paradoxes qu'il y a dans la question de cette relation entre inter et exter, c'est d'un côté, tu m'aides à échapper au vrai monde, mais de l'autre côté, bah, t'as envie de t'échapper. Enfin, l'inter a envie de s'échapper. Ici, Dylan, il fait du bien. Il fait du bien à la femme, donc de son exter, etc. Mais il fait aussi du mal donc son exter, qui est en train de vivre une crise de couple. Mais on montre aussi que c'est par le biais de cette autre vie, cette autre personne qui est en réalité soi, qu'on peut avancer et que finalement, pour les externes, c'est quelque chose de vital qu'il y ait une autre personne qui, qui est nous, mais qui a de différents agissements, peut-être fait de meilleurs choix. Et je n'aurais jamais pu prédire que ça soit ce personnage-là qui était vraiment le comique de la bande hein, dans la première saison, qui puisse Oui, avoir cette relation aussi belle en mode oui, tu es enfermé, tu veux sortir, je le sais, mais en même temps, quand même, tu me fais du bien. Tu, tu me montres un peu une voie à suivre. dans une scène Bah, vraiment émouvante du final, ouais, justement, je trouve, qui est ouais, vraiment puissante. Mais justement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que globalement, globalement, tous les Ini, enfin, tous les Aouti qui choisissent d'aller à Lumon, quasiment. on le voit déjà dans la saison 1, ça, ce sont assez malheureux, en fait. C'est des gens qui ont raté Ouais, une partie de leur vie ou qui ont raté un truc. Même Ellie, en Aouti, et justement, on parlera de tout ça, sur la fin. Mais c'est vrai que Dylan, justement, est un personnage, justement, dont je voulais parler quand je disais que c'est une saison aussi qui sert vraiment à développer tous ces personnages-là qu'on avait laissés un peu de côté. Mais la saison 1 était quand même excellente, mais très centrée sur mm, Marc, et notamment Ellie, qui venait d'arriver. Du coup, à Lumon, qui remplaçait Pity, etc., tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai développement de ces personnages-là. Et le dernier, justement, dont il faut parler sur ce développement-là, parce qu'après, il y a un autre personnage dont j'aimerais parler très rapidement, mais celui qui est vraiment mon coup de cœur avec Milchix, c'est quand même Irving. Je trouve que Irving, il a un vrai développement, il est vraiment intéressant. Et un épisode vraiment important, c'est le 4, avec la sortie, avec justement des dialogues. Moi, je trouve que quand il commence à cramer, parce que du coup, pour les gens qui essayent de suivre un peu, parce que je sais que c'est le bordel, mais du coup, à la fin de la saison 1, du coup, nos personnages ont pu voir qui ils étaient en dehors de Lomon. On savait déjà pour Marc, du coup, mais Dylan a du coup une famille, une femme, des enfants, etc., comme on en a parlé. Irving, on comprend plus ou moins que c'est un espèce de vétéran, en fait, en tant qu'outil. Et Ellie, du coup, a le pire sort, puisque du coup, Eleni, c'est Elena Shaw, ou c'est Shaw, je sais plus quoi, le nom de famille c'est Egan. de C'est Egan. Egan, pardon, je C'est suis con. vraiment. Ouais, c'est ça, c'est Elena Egan. Et Elena Egan, du coup, c'est une Egan, donc les Egan étant les dirigeants de Lumon. Donc son père est en fait le grand directeur de tout Lumon, et tout. Et donc c'est un choix qui va être effectivement très intéressant pour la suite, puisque, on va spoiler très rapidement, en gros, pendant pour les 4 premiers épisodes, on retrouve pas la vraie Ellie. En fait, la vraie Ellie était du coup ne revenait pas en fait parce que du coup c'est l'outil qui a été pris pour revenir et et les espionner. Et du coup, la manière dont le révèle justement Irving est vraiment assez beau avec justement ce dialogue. Moi je l'ai vu en anglais, mais le Ellie was never cruel.
où il parle justement Mmh. du traitement, et tu sens qu'il y a une vraie dynamique de groupe en fait. C'est une saison où les Ouais. personnages vont être plus fracturés parce qu'ils vont plus avoir leur volonté indépendante et leur truc, mais justement quand ils s'assemblent, il y a une vraie beauté, et tout le truc dans la deuxième partie de saison avec Christopher Walken et avec son personnage. Moi, j'ai trouvé ça aussi assez joli, et je trouve que là, pour le coup, on est sur deux grands acteurs qui discutent ensemble. C'est vraiment assez beau, quoi. C'est terminé pour Burt, on le reverra plus en fait pour le coup parce qu'il a eu ces espèces d'adieux avec Irving dans une scène que j'ai trouvé assez jolie. Mais effectivement, pour faire une transition sur Mars Scout, peut-être que juste avant, on peut glisser un petit mot sur un épisode qui a pour le coup moins plu, parce que la série est un hit évidemment. C'est la plus grosse série de Apple, etc. Elle a vraiment beaucoup plu. Mais un épisode qui a peut-être un peu moins plu, c'est l'épisode sur Cobell, du coup, qu'on a vu très très peu dans cette saison, joué par Patricia Arquette, du coup, et qu'on a pu voir, du coup, un petit peu dans son grand retour dans l'épisode 8, où justement on parle du fait que Lumon a volé ses designs, ses trucs, etc. Donc elle a plus ou moins une vengeance à prendre aussi. On sait pas vraiment ses intentions pour l'instant. C'est plus un épisode de lore building. C'est vrai que c'est un épisode peut-être un petit peu en deçà, mais c'est quand même un épisode que je trouve intéressant. Et je pense que peut-être que la seule faiblesse de cet épisode, c'est il aurait dû être mieux placé, peut-être dans la saison, sachant qu'on a déjà eu un épisode qui était excellent sur Gemma juste avant, que ça faisait du coup deux fois en fait qu'on n'avait pas vu. Enfin, du coup, toi, t'as pu tout regarder en même temps, mais du coup, moi, j'ai suivi ça semaine après semaine. Et le fait que peut-être que ça faisait 3 semaines, du coup, qu'on n'allait pas voir toute la bande, on avait fait un épisode full Gemma et ensuite full Cobel. Ensuite, ça a peut-être frustré bien plein de gens. Je trouve quand même que c'est un bon épisode, mais peut-être qu'il est un tout petit peu en deçà, quoi. Bah, en fait, il est très différent de l'ensemble, mais Ouais, c'est ça. j'ai- ce que tu as dit, j'ai quand même ressenti. J'ai quand même ressenti en mode, quand même, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à cet étage, hein. De base, la série, c'était sur des gens enfermés. Pourquoi on ne suit plus ces gens et ils sont à l'extérieur en plus, vas-y. Mais, euh, mais en fait, Gemma, je trouve ce personnage intéressant parce que elle révèle aussi les pratiques de l'humain. Tous les personnages en soi révèlent les pratiques de l'humain, mais celui-là, plus particulièrement, puisque on l'a vu dans la première saison, elle avait un hôtel pour Kier, donc pour le fondateur de l'humain, etc. Elle est matrixée. C'est c'est choquant. Mais à la fin de la saison, elle se fait virer comme une malpropre, alors que là, on le révèle, c'est une meuf qui a qui a vraiment poussé cette compagnie, etc. Et du coup, on a cette thématique de la vengeance Qui a qui grandi est aussi très avec bien Lumon, amenée, c'est ça aussi. ouais, qui a grandi avec Lumen, etc. C'est assez intéressant de voir ça, de voir aussi vis-à-vis d'un personnage avec qui elle interagit, pardon. On peut observer l'influence de cette compagnie. Il y a un culte, je l'avais dit pour le culte de la personnalité, mais il y a un culte global pour cette compagnie qui déshumanise les gens, qui fait des pratiques bizarres. Ouais, en fait, C'est. le seul mystère qui nous reste maintenant, c'est quelles sont les vraies intentions de Cobel, parce que du coup, je suis pas sûr qu'elle soit Non, il y venue a juste aussi, pour aider Marc. Je trouve ça assez bizarre, tu vois. Je pense que il y a une il y a volonté aussi tout ce que de fait la prise de pouvoir, quoi. compagnie de base, en fait. Il y a aussi tout ce que Ouais, fait la ça, mais compagnie de base. je pense qu'on n'a pas entendu le dernier mot de Cobel aussi, et qu'elle va revenir aussi avec peut-être un nouveau truc. Mais effectivement, justement pour conclure, on a gardé le personnage le plus important avec Marc. On a gardé Ellie du coup, qui passe du coup une saison assez bizarre étant donné que on n'a pas vu Lily pendant au moins la moitié, étant donné que du coup la Aouti Ini était du coup avait pris sa place avant d'être révélé par Irving à l'épisode 4. Et du coup, c'est vrai que c'est une saison assez bizarre. Moi, il y a des passages qui sont assez jolis, qui sont assez beaux, notamment le premier rapport sexuel aussi qu'elle a eu avec Marc dans la série, avec elle qui dit qu'elle veut ses propres souvenirs aussi. C'était un des moments qui m'a le plus marqué. Mais justement, je pense qu'il faut qu'on parle du final, avec justement ce fameux choix, en fait, ce fameux truc. Peut-être juste avant, on peut parler de Marc aussi, avec justement Mhm. ce dialogue en fait entre justement lui en Nini et lui en Aouti, avec moi ce qui est une des scènes qui m'a le plus marqué en fait, où on les voit vraiment discuter en sortant de la terrasse à chaque fois. Et c'est là où on voit vraiment, c'est un moment qui m'a vraiment touché. C'est quand il lui dit, bah en fait notre vie c'est un enfer, on n'a rien, mais c'est tout ce qu'on a et on va se battre pour ça. Et c'est là où je trouve qu'il se développe une vraie personnalité. Et c'est là où justement les intérêts vont être très grands pour la saison 3. Justement, pour moi, c'est une des meilleures scènes, même de la série tout court. Je suis
très d'accord. Je suis vraiment d'accord. Déjà, toute la partie ensuite qui va suivre avec donc cette interaction, puis tout le reste dans le bureau, j'ai trouvé ça génial. Mais oui, dès le départ, on va développer cette relation de dualité entre ces deux marques. L'un qui ont tous les deux le même but, c'est-à-dire quitter Lumon. Celui qui est enfermé, il veut partir, mais celui, donc l'exter, qui vit sa vie normale, il découvre aussi que c'est une entreprise très bizarre, etc. Et la raison pour laquelle il voulait intégrer cette compagnie, c'était pour échapper un peu à cette vie. Et bon, depuis, il a eu des relations, etc. Du coup, il se sent plus attaque à aller au taf tous les jours et veut partir. Il veut redémarrer sa vie, en fait. Cependant, on a cette révélation de fin de saison. Sa femme est vivante. Donc, ce qui l'a poussé à rentrer dans l'Humon, cette raison-là, est vivante et est dans le bâtiment. Du coup, toute cette saison-là va consister à la fois pour l'Inter et l'Exter de la retrouver. Et on n'a pas Mais, parlé aussi du fait, pardon, je te coupe juste 2 minutes, parce qu'on n'a pas parlé du vas-y. fait aussi que Marc fait l'espèce de transition que fait Pity dans la saison 1, à savoir essayer de mélanger Mm. ces deux souvenirs, en fait, entre Igny et Aoti. Et c'est un sujet, justement, de débat à un moment donné où il dit, mais non, mais tu vas pouvoir revenir ou quoi. Et l'autre dit, mais en fait, je suis là depuis au moins 2 ans, en fait. Enfin, toi, tu es là depuis, je sais pas, 40 piges ou 50 piges, un truc comme ça. En fait, tu vas me bouffer tous mes souvenirs et j'aurai rien. Et je Mm. trouve que justement, Adam Scott joue vraiment bien parce que il a ce truc de presque enfant en fait quand il joue Lini, et un truc très blasé en fait, très Ouais. désespéré. En outil, je trouve que tu as de la vraie sympathie pour les deux, ce qui rend le choix final encore plus crucial, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Son jeu est vraiment bien. Et lorsqu'ils interagissent, tous les deux, on remarque ça. On remarque différents marques, en fait. Mais pour revenir, bah, on a un choix décisif à la fin. Est-ce que l'Inter va laisser Marc, en fait, le bouffer? Littéralement le bouffer, hein, parce que lorsqu'ils vont, lorsqu'il va annuler cette sévrance, il va lui prendre tous ses souvenirs, etc. Ou est-ce que il va pas rester dans cette compagnie pour vivre sa vie? C'est toute la question depuis le début. Les Inters sont de vraies personnalités en soi et bah développent aussi les choses que nous, en tant qu'humains, on développe, des sentiments, des souvenirs, etc. Du coup, depuis le début, on se pose la question, encore une fois, désolé de citer Pascal Pro, mais on pose la question, le paradoxe est ce que on peut vraiment, en tant qu'inter, et trouver une sorte de liberté, trouver une vie, alors que nous, en soi, techniquement, nous ne sommes pas vraiment, nous ne sommes pas vraiment des humains, puisque nous sommes que d'autres personnalités d'une seule et même personne. Et ce final, il y répond un peu en disant, eh, bas les couilles, je vis ma vie. Je vis ma vie, elle est libérée, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et je trouve ça magnifique. Genre, vas-y, adieu tout le monde, comme ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. Je crois que Bah, t'as ça a une aimé. vraie poésie, ouais, ouais, c'est. Ouais, bah ouais, ouais. Mais pour le coup, moi je trouve que c'est une fin que je trouve vraiment jolie et c'est une fin qui évidemment répond au cinéma. On sent qu'il y a des vraies inspirations de cinéma dans la réalisation de Ben Stiller. Il disait aussi qu'il s'était inspiré évidemment du lauréat, du plan final du lauréat, mais aussi on peut penser à justement ce côté un peu condamné, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, on n'a pas beaucoup de temps, mais du meurtre de Drummond aussi avec le pistolet, de justement le personnage, alors j'ai oublié le nom de l'actrice, mais je suis désolé, qui jouait Brienne dans Game of Thrones, avec l'agneau, etc., qui est un symbole de l'innocence, évidemment, et du ini, ou quoi que moi, qui est un passage aussi que j'ai trouvé assez Mm. joli du final. Mais effectivement, pour parler de ce choix final, ce freeze frame, il peut penser aussi à la fin de Bush Cassidy et le Sundance Kid. Enfin, il y a plein de parallèles qui peuvent être dressés entre cette fin avec le freeze frame justement final. Et justement, moi je trouve que c'est vraiment joli. En fait, il y a un vrai truc où je sais qu'il y a plein de gens qui en veulent au personnage de Marc en Ini, mais justement ce truc de faire sa vie, de développer sa propre conscience, de vraiment partir dans l'inconnu, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment bien et vraiment bien foutu. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour la saison 3? Ça, il faudra qu'on en parle tous les deux. Mais
Je pense qu'il y a un truc qui fait que, soit, à mon avis, on va pas voir Mark Auti pendant très longtemps, vu le choix. Maintenant, qu'est-ce que va devenir Milchik? Qu'est-ce que va devenir justement ces deux-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que justement c'est les derniers moments avant qu'ils se fassent reprogrammer? Qu'est-ce qui va en être de la saison 3? Je suis vraiment curieux. Mais en tout cas, c'est une excellente fin et un excellent plan final, je trouve. Je suis très d'accord. C'est bah au global, cette Sévrance saison 2, pour moi, c'est un plus. Elle fait plus de choses que cette première saison. Elle développe plus ses personnages. Elle renforce le mystère. C'est une grande réussite. C'est couillu, c'est fort. Et j'ai juste une hâte, c'est de voir la suite parce que, comme tu l'as dit, on va voir ce Marc Inter pendant très longtemps et je pense que sa sœur, Cobel, etc., qui sont à l'extérieur, vont essayer de le chercher. Ouais, Ça il annonce va y du avoir de très ça très lourd aussi, en ouais. fait. Ça annonce du très Mais très du coup, lourd est-ce et que je ça veut pense dire, que ce enfin, sera la dernière. Oui. est-ce que ce sera la dernière? Je sais pas. Peut-être qu'on aura une 4, mais je suis curieux de savoir. En fait, je pense que c'est une série qui est excellente et vraiment, c'est une série que je trouve folle. Vraiment, j'avais fait tout un truc sur Succession avec Jus. Et pour moi, c'est la meilleure série depuis Succession, en fait. Quoique, peut-être presque que meilleure aussi, je trouve, pour l'instant, en termes de série télé actuellement. Mais je pense que c'est une série qui est très forte, mais qui ne peut pas durer genre 8 saisons ou un truc comme ça. C'est une série qui doit s'arrêter à la Mm. 3 ou alors à la 4 parce que sinon ça va vraiment faire trop et faudra mettre une limite et mettre un truc. Après maintenant, je suis vraiment curieux de savoir comment ça va évoluer. Il y a plein de personnages où on sait pas trop. Est-ce que Dylan va rester en Ini aussi du coup? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce que Milchik va se retourner? En fait, enfin, on a vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de choix. En fait, qu'est-ce qui va en être du coup pour Ellie, étant donné que bah c'est une Igan dans le monde réel, etc. Donc est-ce qu'elle va revenir aussi? Il y a tout un choix, il y a tout un truc qui va vraiment être intéressant à construire. Et en plus, contrairement au cliffhanger de la saison 1, il y a une impossibilité de revenir au status quo comme il en était un peu au début de cette saison 2. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Et voilà, bon, pour conclure, je te laisserai donner ton avis final à la fin, mais là, pour conclure, moi, bah, voyez, c'est vraiment, je suis trop content, en fait, en ayant suivi depuis le début. Je suis trop content que la série ait le succès qu'elle mérite, en fait, et qu'elle soit devenue un espèce de vrai phénomène. Je sais qu'il y a plein de gens en France qui, justement, ne suivent pas vraiment, mais regardez Sévrance, quoi. Vraiment, c'est une excellente série qui est thématiquement lourde, enfin, thématiquement lourde dans le bon sens du terme, hein, qui est en termes de mise en scène vraiment très maîtrisée et qui se perfectionne, je trouve, de saison en saison et enfin d'épisode en épisode, qui se laisse vraiment plein de liberté et de contrôle créatif, notamment à ses réalisateurs, et en plus qui est mais, incroyablement bien écrit et joué. Donc c'est mon coup de cœur série. Pour moi, c'est la meilleure série actuellement à l'antenne. Mais toi, écoute, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure sur cette série? Bah, t'as tout bien résumé, hein, c'est super, Sévrance. Moi, c'est pas ma série, etc. Mais bon, je regarde pas énormément de séries en ce moment, je l'avoue. Surtout de séries récentes. Là, après, je pense que je vais lancer Studio de Seth Rogen, qui a l'air vraiment bien. Ah, c'est cool, tu verras. Bah, si tu veux, on en parlera sur la chaîne justement quand ça sera fini, mais du coup, c'est Pourquoi vraiment cool. pas? Pourquoi pas? Mais franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça. Je me suis dit, bon, ouais, c'est bien et tout. Mais je pensais pas que ça allait être une série d'aussi bonne facture. Du coup, franchement, bah, on vous recommande chaudement Sévrance, hein. C'est vraiment bien et vivement cette saison 3 pour qu'on ait peut-être plus de réponses. Peut-être une vraie bonne, Bah écoute, bah, belle on en conclusion. parlera à la saison 3. Écoute, et dédicace à Ah, Jules, bien sûr. du coup, qui va attendre que tout soit sorti pour regarder. Mais voilà. Ah là là, on le déteste, hein, évidemment. Bah écoute, bah écoutez, du coup, on vous dit. Ouais, évidemment. Bah écoutez, on vous dit à la prochaine. En tout cas, on vous dit à la prochaine, peut-être pour parler de films cette fois-ci, notamment. Je sais que on en parlait dans l'épisode d'avant sur Alto Nights avec Jus, mais c'est vrai que c'est un mois un peu maigre en termes de sortie cinéma. Heureusement, on arrive le 2 avril. Heureusement, il y aura Minecraft le film, peut-être cette semaine. Peut-être qu'on fera le même duo justement en plus pour en parler. En tout cas, Oui, moi, oui. j'irai, je me Vas-y. sacrifierai, c'est sûr. Alors, moi, Mais écoutez, moi, j'ai on en tellement un parle la grand semaine passif avec prochaine. Minecraft que j'ai tellement un grand passif avec Minecraft que droit de veto dessus, je le fais. Point, c'est tout. Ah putain, mais tu sais Désolé. que je connais pas si S'il bien y a Minecraft, quelqu'un mais je d'autre, vais le faire parce que je connais trop bien Jack Black pour moi, le c'est un faire de en mes fait. jeux Donc, préférés. on Moi, va. c'est un de mes jeux préférés. C'est un des jeux auxquels Bah j'ai pu écoutez, jouer. merci de nous avoir suivis jusque-là. T'inquiète pas. Oh putain. Mais écoutez, on va parler
de Minecraft, on va parler de toutes les autres sorties, des trucs peut-être un peu plus intéressants aussi, de séries aussi, parce que du coup, effectivement, on pourra parler aussi de The Studio, même si ça sera d'ici un mois et demi, quelque chose comme ça, le temps que tout soit sorti. Mais écoutez, à la prochaine sur cette émission, et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, à liker, à partager évidemment si ça vous a plu pour nous soutenir, c'est important. Mais écoutez, à la prochaine, ciao ciao tout le monde.